Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, dans cette émission, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Cet autre numéro qui nous envoie hors de notre plateau traditionnel, vous le constatez. Évidemment, nous faisons aujourd'hui focus sur l'agriculture. L'agriculture, comme je l'ai dit, qui reste un secteur porteur pour notre Guinée, qui est un potentiel énorme pour le développement du pays. Et vous le savez aussi, qui est un secteur récemment visé par le président de la République comme une de ses véritables priorités, notamment en affichant la question d'agro-industrie. Vous l'avez entendu Alpha Koné qui disait qu'on doit moins se baser sur le secteur minier que sur le secteur agricole pour se développer. Je reçois donc dans cette émission un spécialiste du domaine qui a beaucoup d'expérience en la matière, bien entendu ailleurs, notamment aux États-Unis, mais qui justement a aussi un regard sur le secteur en Guinée, ce qu'on doit pouvoir faire en Guinée pour que le secteur agricole nourrit les Guinéens, pour que l'autosuffisance alimentaire soit finalement atteinte. Évidemment, il s'agit de Dr Mohamed Kamara. Il est guinéen résident aux États-Unis et qui donc travaille dans le domaine agricole à ce niveau. Dr Kamara, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci M. Ouri de nous donner l'opportunité aujourd'hui pour m'exprimer et de parler de l'agriculture qui a été ma passion depuis que j'étais très jeune. Donc je suis très content d'être ici aujourd'hui, d'en parler très profondément et donner des précisions parce que notre beau pays, on a besoin vraiment de développer le secteur de l'agriculture. Absolument. Et donc, je l'ai dit, vous êtes docteur en agriculture, vous êtes un Guinéen résident aux États-Unis et maintenant vous êtes en séjour ici à Conakry, raison pour laquelle on a voulu un peu sortir de nos débats traditionnels qui minent le pays, la politique, dans tous les sens. Or, il y a ce secteur quand même qui est censé occuper tout le monde, qui est censé nourrir les gens. Donc aujourd'hui, on veut savoir, en fait, selon des gens comme vous, qu'est-ce qui bloque la situation dans notre pays. Mais avant, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter brièvement à nos téléspectateurs qui est Dr Mohamed Kamara? Merci encore pour l'opportunité, M. Ouri. Je suis Dr Mohamed Kamara, je suis de la 20e promotion de l'université guinéenne. Donc j'ai fait Foulaya et après mes études je suis allé aux États-Unis. Le premier état là où je suis allé c'est l'université de Minnesota, là où j'ai fait économie agricole. Et après l'université de Minnesota je suis venu à Iowa State. J'ai fait une maîtrise comme ingénieur en eau parce que le profil de la Guinée étant le château de l'Afrique occidentale, donc c'était très intéressant pour moi de vraiment orienter mes intérêts au point de vue l'aménagement des eaux, les ressources en eau. Et j'ai fait un PhD, un doctorat en agriculture internationale dans les pays en voie de développement. Donc quand j'ai fini les études, mes beaux-parents ce sont des grands agriculteurs dans l'état du Nebraska. Donc je suis allé m'investir dans l'agriculture en les aidant à faire le management de leur ferme. Nous avons là-bas dans l'état du Nebraska 1500 hectares. Nous avons fait 1000 hectares en maïs l'année dernière et nous avons fait 500 hectares en soja. C'est après avoir fait ça en 2018. Donc nous avons laissé les terres avec Monsanto qui est une très grande société qui s'occupe de l'agriculture dans les États-Unis. Donc moi j'ai jugé nécessaire de venir au pays parce qu'on ne peut pas rester à l'intérieur alors que dans mon pays il y a un problème d'agriculture qui se pose. Il y a des besoins énormes en ressources humaines et moi je suis l'une de ces ressources humaines. Donc je suis là pour voir les choses qui pourront coller, qui pourront marcher, mon expertise que je pourrais donner aux paysans guinéens, les gens qui sont intéressés à l'agriculture plus particulièrement. Bien. Vous avez donc passé plusieurs décennies dans le secteur agricole aux États-Unis. C'est là où d'ailleurs vous avez fait vos études supérieures en agriculture. Oui. Avant qu'on ne parle du cas guinéen, ce que je veux savoir, en gros, aujourd'hui les États-Unis c'est une puissance. Bien entendu, dans le domaine de l'agriculture, on parle des paysans millionnaires, des paysans qui ont des milliers d'hectares agricoles qui réussissent, qui nourrissent en fait les Américains. Et alors, comment ça se passe à ce niveau, je veux dire? Parce que le concept de sécurité alimentaire ou d'autosuffisance alimentaire reste encore un rêve en Afrique, alors que dans les pays comme les États-Unis, où vous avez donc pratiqué
l'agriculture est, disons, toute naturelle aujourd'hui. Ce n'est pas une conquête pour les Américains, la sécurité alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire. Pour vous, comment ils ont fait pour maîtriser ce secteur aujourd'hui? Merci encore, M. Ouri. Quand on parle des États-Unis, quand on dit que c'est la première puissance du monde, les gens ils voient en première position l'arsenal militaire. Alors que ce n'est pas l'arsenal militaire qu'il faut voir ici en première position. Il faut voir ce qu'ils ont investi dans la sécurité alimentaire pour que les États-Unis soient aujourd'hui à la hauteur là où ils sont. Donc l'agriculture, comme vous l'avez dit, est très mécanisée. Et ils ont atteint le dernier stade de l'agriculture du XXIe siècle, qui est la précision en agriculture. La précision en agriculture, c'est l'association de la science, de la technologie et toutes les préoccupations de l'homme, des entreprises de l'homme. Donc cela a fait que vraiment le pays là est aujourd'hui tellement avancé, et il faut voir le pourcentage des éleveurs ici aux États-Unis, que vous venez de dire, qui sont millionnaires, qui ont investi dans l'agriculture. Ils utilisent les moyens mécanisés dans l'agriculture, parce qu'on ne peut pas parler d'une avancée en agriculture en utilisant les moyens rudimentaires et archaïques. Donc sans la moderniser en fait. Effectivement. On parle ici de l'autosuffisance alimentaire ou bien l'amélioration de l'agriculture ici. La chance que la Guinée a eue, c'est avoir les hommes. Le département de l'agriculture ici en Guinée, c'est vraiment plein de gens qui sont qualifiés. Mais ces individus qui sont qualifiés, ils ne sont pas utilisés. C'est ça qui fait notre défaut. Sinon, nous avons les hommes. Nous avons les ressources naturelles aussi, y compris. En associant les deux là, avec un grand investissement du gouvernement dans le secteur de l'agriculture, pour pouvoir donner les moyens. Il ne faut pas que ce soit ici des paroles, il faut que ce soit des actions. Maintenant, ce que je veux dire, on va faire tout à l'heure une comparaison entre, par exemple, les États-Unis où vous avez votre expérience de, je crois, 30 ans ou 25 ans dans le secteur agricole, et la Guinée qui est quand même un pays à plein potentiel agricole. On a une terre ou des terres véritablement fertiles. On a, point de vue climatique, on est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, il plaît abondamment dans notre pays. Alors franchement, on ne sait pas pourquoi on en est là. Maintenant, aux États-Unis par exemple, est-ce que toutes ces conditions sont remplies pour que eux aujourd'hui, ils sont vraiment en dehors de ce besoin d'autosuffisance alimentaire, ou comment est-ce qu'ils ont fait pour créer toutes les conditions d'une agriculture abondante qui nourrit les Américains et qui enrichit l'Amérique, parce qu'on exporte aussi les produits de l'agriculture dans l'ensemble des États-Unis. Tout à fait. Et pour répondre à votre question, je vais aller un peu en arrière dans l'historique de l'agriculture. L'agriculture, c'est la deuxième préoccupation de l'homme après la charge. Ça veut dire qu'elle est tellement ancienne et qu'elle change, et que tu ne peux pas avoir un contrôle sur les conditions climatiques ou bien les conditions naturelles. Donc il faut faire un ajustement ici dans le temps et dans l'espace. Les États-Unis par exemple, il y a des domaines là où moi je suis, par exemple au Nebraska. Au Nebraska, c'était des domaines qui étaient dans le passé, dans les 50 dernières années, bien que ça, c'était des domaines arides. Mais ils ont pu transformer ces domaines-là en domaines fertiles et cultivables. Ils n'ont pas assez de ressources d'eau, mais il faut voir les champs, il faut voir les immenses superficies de terrain ici qui sont cultivées. Mais ils utilisent l'eau, par exemple, du sous-sol ou bien des fourrages pour mettre cette production en valeur. C'est pour cela que je t'ai dit que l'agriculture a été à un niveau, le dernier stade, pas le dernier stade, mais le 21e siècle, la précision en agriculture. Les techniques agricoles aux États-Unis sont de loin. Sont de très loin, parce qu'il faut voir ici la machine agricole, et il faut voir ici les ressources naturelles, les ressources humaines. Ils investissent, l'État même investit pour soutenir les agriculteurs. Les universités ici, aux États-Unis par exemple, ils travaillent en cohésion avec les paysans. Parce que le concept, par exemple, université par exemple, ici, des fois tu vois que il n'y a pas une relation solide entre les universités de recherche et la classe paysanne. Il faut que le pont là soit rétabli. Parce que si, par exemple, les paysans ils ont des problèmes, leur seule référence, c'est les universités. C'est là-bas où ils pourront aller chercher les solutions, des conseils avec les expertises. Tout à fait. Donc, l'avancée des États-Unis, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais l'État a investi d'abord aux hommes, parce qu'il n'y a pas une ressource si importante.
si importante que les hommes. Donc ils ont investi aux hommes. Maintenant, autour de ces hommes-là, en utilisant la science, la technologie et les choses, ils sont parvenus vraiment à faire quelque chose, des choses qui sont pharaoniques que tu ne peux pas croire en l'avenir. Bien, on va tout à l'heure revenir au cas guinéen, mais je veux dire, quand vous parlez des paysans, par exemple aux États-Unis, par exemple là où vous avez évolué, où vous avez eu des expériences, ici par exemple on parle de campagne agricole, c'est-à-dire que chaque année par exemple le gouvernement envoie des intrants agricoles qu'on distribue dans les différentes régions aux paysans à bas prix pour leur permettre d'avoir une productivité assez importante et pour ne pas que les champs soient dévastés par des moustiques ou les insectes, ainsi de suite. Je veux dire, tout s'arrête là, quoi. Parce que les paysans, finalement, n'ont pas de moyens, ne vivent pas de leur travail. Là d'où vous venez, comment ça se passe? Est-ce que, justement, au-delà de ces petits intrants qu'on peut donner aux agriculteurs, c'est-à-dire qu'il y a toute une industrie derrière ceux qui sont dans le secteur pour que, justement, il y ait de la productivité, de la qualité, mais que les paysans soient aussi des gens riches, des gens qui vivent de leur travail. Est-ce que aux États-Unis, là, comment ça se passe, je veux dire? Non, les agriculteurs aux États-Unis sont privés. L'aide de l'État est peu. Mais s'ils ont des programmes, par exemple, l'État peut intervenir, par exemple, s'il y a des calamités naturelles, par exemple, s'il y a des inondations, par exemple. Des inondations, quand il y a des pertes en récolte, l'État peut intervenir en les subventionnant, en les donnant des moyens qui peuvent les permettre de rattraper ce qu'ils ont perdu. Mais ici, par exemple, 2% par exemple aux États-Unis, qui complètement sont à la hauteur de couvrir toute une agriculture à la hauteur qu'ils peuvent même, ils sont à la hauteur comment on appelle, d'exporter ce qu'ils ont produit. Ici, par exemple, les 90% plus de la population guinéenne est investie dans le domaine de l'agriculture. Mais le problème est que l'intérêt de l'État en agriculture, vous avez parlé tout à l'heure de la campagne agricole. Vous allez en forêt, là où on a par exemple 9 mois de saison pluvieuse. Quand tu as une maîtrise d'eau, quand tu as une maîtrise adéquate d'eau, tu as une campagne agricole après chaque 6 mois. Donc pourquoi l'État ne s'intéresse pas venir? Ce n'est pas au moment de la guerre qu'on doit commencer à recruter les militaires. Pour aller dans quelle guerre? C'est pour vaincre, c'est pour gagner la guerre ou c'est pour perdre la guerre. L'État doit être là en première ligne. L'État doit être là dans les universités. Moi, là où je suis comme ça, la 20e promotion, j'ai étudié avec des gens ici. Depuis que nous sommes sortis de l'université, jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de l'emploi. Ouais. Et ils sont inactifs. Ils sont inactifs. Ils n'ont pas été exploités. C'est ça, ils n'ont pas été exploités. Donc c'est une très grande perte. Les ressources humaines qui sont là, c'est pas seulement faire une propagande, dire que non, c'est la saison comment on appelle ça, de la campagne agricole, il faut prendre les gens. On va venir tout à l'heure au cas guinéen. Dans l'ensemble, je veux qu'on reste sur le concept. Tout à fait, le concept sécurité alimentaire, parce qu'on emploie tellement ça dans notre pays. Ça revient toujours dans les discours politiques surtout, d'accord, pour avoir les votes des gens. On ne va pas forcément parler de politique, mais ça revient. Oui. La sécurité alimentaire, quand on est là, on va faire en sorte qu'on atteigne la sécurité alimentaire, qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Bon, je ne sais pas en gros si l'autosuffisance, c'est vraiment l'importation des riz indiens, Bangladesh ou je ne sais pas quoi, ou selon vous, c'est quoi le concept de sécurité alimentaire ou d'autosuffisance alimentaire? La sécurité alimentaire, il y a des paramètres qui définissent la sécurité alimentaire. 1. La disponibilité de l'aliment, le coût de l'aliment, le programme d'injection de l'État dans le développement de l'agriculture, par exemple. Si, par exemple, les fonctionnaires guinéens, si vous voyez, ils ne peuvent même pas subvenir à nourrir leur famille parce que le salaire est là, ne le permet pas. Si un sac de riz coûte plus que le salaire de certaines personnes, il y a des problèmes. L'accès à l'aliment, si c'est des problèmes, on a un problème d'insécurité à l'aliment, la disponibilité de l'aliment, le coût d'achat de l'aliment. Et si ça trouve que vraiment l'intérêt de l'État ici, ce que l'État fait ici, pour qu'il y ait une garantie
de cette sécurité alimentaire, pour qu'il y ait des programmes ici qui peuvent aller à la base dans les communautés, dans les villages, soutenir, c'est pas seulement faire du tape à l'œil, c'est une insulte que la Guinée est un pays potentiellement riche, que nous importons par exemple le riz à Conakry. Mais ce des fois, ce n'est même pas que du riz, c'est d'autres denrées qu'on peut cultiver ici. Le piment, la tomate, je ne sais pas encore quoi d'autre. Tout ce qu'on peut importer, qu'on peut cultiver ici, qu'on importe. Mais le problème guinéen, si vous voyez, des fois, ça fait énerver. Si vous voyez les choses qui se passent ici, il y a une mafia ici qui se passe. Parce que la mafia, par exemple, des Libanais, l'importation de riz, mais c'est de grosses sommes. Mais les gens, là, ils ont un lobbying ici qui est très fort. Ils ne veulent pas que l'État soit complètement indépendant ici, à produire ici. Mais c'est pour cela qu'ils ne veulent pas. Et c'est des gens qui roulent entre les ministères pour ne pas encourager, nous encourager l'investissement dans le secteur à être. Sinon, le riz que nous importons, si vous voyez le montant déversé, si vous déversez le montant là au niveau des paysans et que ça soit rationnellement contrôlé, vous allez voir un résultat qui est palpable ici et qui peut se sentir sur la population. Et à partir du moment, c'est dans ce cadre-là qu'on peut mesurer une sécurité alimentaire. Parce que l'élément de mesure de la sécurité alimentaire, c'est le marché. À combien votre femme paye le piment, ou bien le gombo, ou bien le sumbara ici à Cancan, c'est les éléments qui permettent de voir quel est le pouvoir d'achat de monsieur X qui enseigne dans une école primaire là-bas, dont le salaire est vraiment maigre. L'autre aspect de la sécurité alimentaire que peut-être que moi je ne comprends pas, peut-être que j'ignore, des pays comme les États-Unis où vous êtes, d'accord, quand on dit qu'ils sont autosuffisants, est-ce que ça veut dire que tout ce que l'homme a besoin en production alimentaire pour sa survie, pour son alimentation, c'est-à-dire que ce pays a la capacité de produire tout ça, ou est-ce que c'est les principales denrées prisées par ces populations, consommées par ces populations, qui sont suffisamment produites d'année en année, quotidiennement par ces pays, qu'on peut parler d'autosuffisance alimentaire. Quand je prends par exemple la Guinée, on dit que l'aliment de base c'est le riz. Donc genre, c'est quand la Guinée arrive à produire, à couvrir le besoin en riz des Guinéens, continuellement, c'est là où on peut dire qu'on a atteint l'autosuffisance, ou c'est quand on peut produire toutes les qualités d'aliments dont on a besoin dans le pays, le riz, le folio, un peu les produits vivriers, tout. C'est quoi le concept? Est-ce qu'aux États-Unis c'est parce qu'on produit tout ou non? On produit une certaine catégorie d'aliments et les autres on les importe? Non, aux États-Unis par exemple, quand on parle de sécurité alimentaire, il y a la disponibilité de l'aliment. Tu ne peux pas avoir faim aux États-Unis. À n'importe quel moment, tu peux avoir quelque chose à manger. Et à n'importe quelle heure, tu peux avoir quelque chose à manger. L'aliment, ils le produisent. En même temps, ils le conservent. Voilà, la conservation. La conservation est un facteur de l'autosuffisance alimentaire. C'est l'une des composantes de l'autosuffisance alimentaire. Il faut voir ici par exemple. Une chose est de produire, l'autre chose est de conserver. Si tu produis en excès, si tu ne parviens pas à conserver, ça veut dire que tu gaspilles. Aux États-Unis, par exemple, ils ont produit assez que tu sens que la poubelle des États-Unis, quand vous allez dans les restaurants, les Américains à ce stade, ils produisent pour gaspiller. Tu trouves que vraiment, vous allez dans les restaurants des fois quelque part, vous trouvez que vraiment la quantité d'aliments qui est déversée dans les poubelles, ça te donne des maux de cœur. Tu dis que, mais alors que la famine règne. Alors que la famine règne chez nous, parce qu'on ne parvient pas à, d'abord à produire. À produire suffisamment, à conserver et en même temps à garantir, comment on appelle ça, cet aliment pour que ça soit là quand tu as besoin et que avec ton pauvre salaire que tu pourras vraiment aller payer quelque chose pour ta famille. Voilà, on va revenir tout à l'heure sur ce concept d'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire et l'agriculture et la sécurité alimentaire, le cas guinéen justement, selon le regard de notre invité, docteur Mohamed Kamara, qui est donc docteur en agriculture et résident aux États-Unis en séjour à Conakry. Tout de suite dans la deuxième partie de cette émission, on revient avec lui. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination.
Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Ici, nous sommes hors de notre plateau, quelque part dans la nature, comme vous le constatez derrière nous, pour parler aussi d'agriculture. Ce secteur qui pourtant, depuis belle lurette, depuis la Première République, a été on va dire un tremplin, un fer de lance pour la Guinée, qui exportait un certain nombre de denrées comme la banane, comme d'autres aliments, évidemment. La Guinée qui aujourd'hui finalement traîne à la queue de cette chaîne alimentaire, qui a du mal à atteindre cet objectif toujours envisagé, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire. Nous donnons la parole à on va dire un connaisseur du domaine pour qu'il donne son avis là-dessus, le cas guinéen en matière de sécurité, d'agriculture et de sécurité alimentaire, Dr Mohamed Kamara, qui est donc guinéen résident aux États-Unis et qui a passé au moins 2-3 décennies dans le secteur alimentaire de ce côté-là. Oui, docteur, on parlait justement du concept de sécurité alimentaire, par exemple au regard d'un pays comme les États-Unis, au regard d'un pays comme la Guinée. On va parler effectivement du cas guinéen maintenant. J'ai dit que naturellement on dit que la terre guinéenne elle est fertile, elle répond donc à plusieurs types d'agriculture et en termes d'eau on est le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Sauf que la Guinée aujourd'hui a du mal, c'est un pays qui importe pratiquement tout. Et comment vous, quand vous venez en Guinée, vous comprenez, vous êtes parti d'ici déjà, maintenant quand vous revenez, on est dans la même situation, comment vous expliquez cela? Merci encore, M. Wouri, pour votre temps. Ça fait mal au cœur qu'un pays doté de toute cette potentialité, aujourd'hui, c'est le pays qui traîne derrière. Il faut lire sous le visage des gens, quand tu sors, tu trouves que vraiment, il y a la souffrance. Et vous trouvez vraiment que la manière dans nos familles, vous voyez que même l'aliment qui est là, c'est pas ça. Parce qu'il faut que l'État soit présent. Il faut que l'État soit présent physiquement. Il faut que l'État soit là pour soutenir cette potentialité qu'on a ici, que j'ai mentionné au début, les hommes. La Guinée a les hommes qui sont qualifiés à remonter cette agriculture. Mais il faut leur donner l'occasion, il faut créer ici les moyens, il faut créer les conditions pour qu'ils puissent explorer. Quand vous parlez des hommes, oui. J'espère que vous ne parlez pas des cadres qui sont dans le ministère, qui sont dans les paperasses. Est-ce que vous parlez de ceux qui sont déjà dans le secteur agricole, les paysans, et aujourd'hui cette nouvelle génération, parce qu'il y en a tout de même des jeunes qui commencent à s'aventurer dans le domaine agricole. Est-ce que c'est eux qu'il faut pousser? C'est eux qu'il faut aider? Quand vous parlez d'hommes, qu'est-ce que vous parlez de quoi en réalité? Non, quand je dis les hommes, c'est la combinaison entre la classe paysanne et cette classe intellectuelle qui est là, qui ont été formés par exemple, qui sont des dans le domaine de l'agriculture, mais qui n'ont jamais travaillé. Moi je suis de la 20e promotion. Mes amis qui sont là depuis que j'ai quitté n'ont pas travaillé. Tu ne peux pas y croire. Un pays qui investit grandement aux hommes et qu'à la sortie maintenant de cette éducation, ils ne peuvent pas trouver où travailler. C'est vrai que vous avez fini en Guinée? Vous avez fait l'agriculture ici à Poli ou je sais pas? Non, à Foulaya. J'ai fait Foulaya, je suis de la 20e Alors promotion. Vous partez aux États-Unis, vous faites plus de quoi 20 ans, ou bien 15 ans, ou bien 30 ans 20 ans. 20 ans, vous revenez. Va-et-vient. Vous faites des va-et-vient, mais on va, disons, 20 ans après, vos amis de promotion qui ont fait la même option que vous, ils sont là, qui ont l'expertise, le potentiel, mais qui n'ont jamais été... Ils n'ont jamais travaillé. Alors moi je me demande qui sont ceux-là qui sont dans les départements, dans l'administration, qui sont ceux-là qui pilotent le secteur agricole, parce qu'on a un ministère de l'agriculture, j'imagine qu'on a une politique nationale de l'agriculture, on a des partenaires qui investissent même dans le secteur agricole, des partenaires qui viennent à l'international. Bon,
À un moment donné, on avait la ministre Jacqueline Sultan qui disait que les greniers sont pleins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, mais aujourd'hui, le secteur est tel qu'il est aujourd'hui. Et quand on parle par exemple du programme du président Alpha Condé lui-même, il a un jour rétorqué le ministre des Mines en disant non, on ne peut pas dire que le secteur minier est le levier de développement de la Guinée. C'est plutôt le secteur agricole qui doit être le levier de développement de la Guinée parce que les mines, ça peut finir. Oui. Or, l'agriculture reste toujours. Oui. Alors, mais quand il dit, par exemple, il voudrait qu'on développe le volet de l'agro-industrie, justement en parlant d'agro-industrie, est-ce que vous pensez que tout ça, ça manque à la Guinée? Oui, il faut concrétiser les actes. Si l'agriculture a été la deuxième préoccupation de l'homme depuis son apparition ou bien depuis sa création, selon les concepts, il faut ici être conscient de soi. Le bilan est là. Le bilan, il est rouge. Les gens, ils sont affamés. Combien de familles aujourd'hui parviennent à nourrir leurs enfants correctement? Pourtant, on a des véritables plaines cultivables, que ce soit dans la zone de Farana, dans la zone de la forêt. À Koba, à Monchon, à Tindiwoulé, à Koundjan, il y a des plaines. Il y a des plaines cultivables. Mais écoutez, des hectares et des hectares. Si le président doit il doit jouer les actes, ce n'est pas les paroles ici qui tiennent. On a vu ici un président paysan qu'on voyait, Lansana Conté qu'on voyait ici au champ. Mais le président Condé, mais est-ce qu'il a planté quelque part une bouture de manioc? Il n'y en a pas. C'est-à-dire le président même il parle, il n'a qu'à parler à l'action. Où est-ce que tu as vu que le président il possède un lopin de terre? Il n'y en a pas. Le président, même si lui il était par exemple, c'est un exemple, je ne le condamne pas. Mais en tout cas, c'est pas pour, même autant de compter, c'est pas parce qu'il partait au champ qu'on a pour autant atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais il avait la volonté. Oui, j'ai vu qu'il avait. Il a produit suffisamment. Il a produit dans le. Comment on appelle ça, dans la plaine de Koba. De Koba, non, ben, c'est vers Farana là-bas, quelque chose comme ça. Là, une grande plaine à perte de vue, je pense que c'est à Kissidougou. Mais ce n'est pas pour autant aujourd'hui qu'on a atteint l'autosuffisance alimentaire. Non, on n'a pas atteint. Vous allez me permettre de revenir sur votre document parce que vous avez produit un document de diagnostic. Oui. Et sur le secteur agricole en Guinée. Vous dites par exemple que les causes principales de l'insécurité alimentaire sont d'abord le manque d'information en agriculture, la pauvreté, le manque de programmes compatibles à la politique agricole en place. Ça, c'est de l'État. Les trois premiers, là, comment vous les expliquez? D'abord, le manque d'information en agriculture, la pauvreté, le manque de programmes compatibles à la politique agricole. Bon. Aujourd'hui, l'agriculture a atteint un stade de précision en agriculture. On est en train de dire ici, il faut faire la sécurité alimentaire avec quel outillage? Ce n'est pas avec le débat qu'on doit faire une sécurité alimentaire. Il faut que les avec moyens... la charrue... Non, les ateliers, les brigades ateliers, c'est bon. C'est selon les moyens. Parce que quand vous allez par exemple dans le domaine du Fouta, là où il y a certains, la terre n'est pas si profonde, et c'est sur les altitudes, tu ne peux pas envoyer un tracteur. Il faut la charrue, il faut les moyens qui sont à ta disposition. Mais il faut qu'il y ait un programme, il faut qu'il y ait une relation entre les chercheurs, par exemple les universités, et la classe paysanne. Il faut que ça soit rétabli. Le pont là doit exister. L'information doit être du sommet jusqu'en bas et doit être à la disposition de tout un chacun. Mais si, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est à l'approche des campagnes agricoles qu'on distribue des semences et des intrants agricoles. Mais est-ce qu'il y a un programme après cette campagne, qui dit campagne, que la population qui puisse venir s'asseoir et apprendre quelque chose de ce qui est moderne, de ce qui est fait à l'unité de suffrage? Parce que l'agriculture que nous pratiquons ici, c'est l'agriculture, comme on a dit, extensive. C'est pas intensif. Jusqu'à présent, quand vous voyagez, vous voyez ici les gens encore avec les débats. Enfin, c'est les moins qu'ils ont. Mais si l'État pouvait faire mieux pour joindre la parole à l'action, je crois que le changement sera là. Il y a quand même un certain nombre de machines, de tracteurs que Alpha Condé a amené à un moment donné qui... Je ne sais pas comment ces machines, ces tracteurs sont exploités, mais il pense que ça peut aider justement ces paysans-là dans le fin fond du pays qui utilisaient les moyens précaires, archaïques, à pouvoir faire plus de productivité à travers ces tracteurs. Maintenant, est-ce que ces tracteurs sont suffisants? Je ne sais pas, mais est-ce que ce sont là les seules techniques pour qu'on ait une agriculture moderne, qualifiée, véritablement productive, qui couvre les besoins? Par exemple, en riz. Non, très bien. Parce que d'abord,
L'autre retard, les pays en voie de développement, non, les pays qui sont en voie de développement, notre retard, le premier retard qu'on a, qui est visible ici, chez nous, la définition que nous donnons d'agriculture, elle est très faible. Quand tu demandes les gens, l'agriculture, c'est la production céréalière. Non, l'agriculture, c'est très grand. Il faut voir le marketing, il faut voir la transformation, la préservation, le conditioning, il faut voir la science, la technologie, il faut voir les hommes. C'est un amalgame qui est très grand. Quand vous mettez ça ensemble, ça donne un produit très, 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 ici, escompté. Ce que Touré a fait, les papas, la création des papas, ils ont donné les tracteurs, les BNP étaient là, les BAP étaient là, mais les tracteurs là ont été donnés aux paysans qui n'ont pas suivi de formation. Un paysan, il a un tracteur le matin, par simple vérification de l'huile ou de l'eau, mais il bousille le tracteur. Il faut que les gens là subissent une formation. Le fait de faire venir le tracteur, ce n'est pas la solution. Il faut que ça soit une continuité. Il faut que ça, dans les universités par exemple, des gens qui sont formés pour la machinisme agricole, ou bien la force de la machine agricole. Il y a des gens qui sont formés par exemple en production de végétaux, PV, en pédologie par exemple. Les gens qui sont formés par exemple en aménagement des eaux. Par exemple, si on a la maîtrise de l'eau ici, on peut faire on peut irriguer les plaines cultivables. Oui, on peut faire 3 campagnes agricoles dans l'année. Mais pourquoi ne pas le faire? On attend sauf à la tombée de la pluie, on dit que maintenant c'est précipité. J'ai vu ça même dans un programme politique en 2010 qui disait que si on aménageait les barrages hydroélectriques, on a des retenues d'eau, non seulement pour les barrages pour les saisons sèches, mais les mêmes eaux qui vont faire tourner les tribunes de ces barrages pourraient irriguer aussi certaines plaines cultivables. Je ne sais pas comment, par quelle magie ça peut se faire, mais là, il faut quand même trouver un moyen de maîtriser l'eau pour qu'on ait plusieurs productions par année. Mais au lieu d'aller grand, il faut commencer petit. C'est des digues, comment on appelle ça, les petits barrages qu'on a fait de retenue d'eau que tu peux faire à un coût très bas. Mais ça trouve que le paysan qui est là, il est satisfait, il peut produire 3 fois dans l'année. Au lieu de voir grand là, les micros, les méga barrages là, il faut aller petit. Des choses qui n'ont vraiment, ça ne demande pas assez d'investissement pour les réaliser en place. On peut le faire même traditionnellement. Bien. Et puis autre facteur que vous avez aussi relevé dans votre document, en parlant par exemple de quelques lignes de dérapage en matière d'insécurité alimentaire, vous avez parlé de manque d'objectifs clairs et de vision précise pour une réussite certaine, un manque d'explication des tâches à accomplir et attentes à établir, l'absence totale des femmes dans les structures et la négligence de leur contribution dans les prises de décision et leur exécution, le manque d'évaluation des possibilités et disponibilités, le manque de concepts spécifiques du processus et des procédures à suivre, absence de liste de tâches et d'un calendrier approprié, manque d'implication des personnes clés et ressources, une campagne de sensibilisation inefficace et inappropriée, les manques d'établissement de priorités, mauvaise planification des programmes, mauvais équipement et médiocre outillage des cadres, manque d'équipement informatique, absence des bibliothèques, ainsi de suite. L'accès inexistant à la nouvelle technologie, ainsi de suite. Tous ces facteurs-là, pensez-vous, bloquent le développement du secteur agricole dans notre pays actuellement? C'est des facteurs contributeurs. Vous voyez, c'est pour cela ici, par exemple, la campagne agricole, un exemple. Les gens se lèvent et disent que bon, d'accord, on fait ça, on va en campagne, on donne les intrants aux paysans, mais c'est pas remédier ici, comment on appelle ça, au problème qui existe. Vous comprenez? La connaissance indigène, par exemple. La Guinée, la chance que nous avons, c'est d'avoir une population ici qui pratique l'agriculture, mais avec les moyens qui sont, avec une connaissance indigène. Cette connaissance indigène, moi d'abord mon exemple à Koba, la riziculture, la pleine rizicole de Koba, à Konibali. Les gens qui sont là-bas, ils travaillent leur terre plus de 50 ans. Bien que j'ai le doctorat, mais si je viens, j'ai besoin de cette connaissance indigène qui me permet de me planifier, d'apprendre auprès d'eux qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont réussi, parce qu'il faut voir, pratiquer l'agriculture dans une zone, à remonter sa ligne, il faut avoir une connaissance. Même si tu as un doctorat Vinandou, le paysan là, sa pratique et sa connaissance de ce terrain, tu ne peux pas le battre. Donc, le programme de suivi, il faut une planification ici. Ce n'est pas seulement qu'on se lève le matin et dire que on va faire ça. Non.
il faut qu'il y ait des suivis. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que ça a été quelque chose de productif? Il y a eu des échecs, il y a eu des réussites. Il faut prendre des cas de réussite là, tu les repliques là où il y a eu l'échec. Bien. Et c'est ce qui manque à notre pays. Mais tout manque ici. Maintenant, au regard de tous ces problèmes, selon vous, qu'est-ce qu'on peut dire comme solution, en gros, en termes de politique nationale, l'agriculture, en termes de besoins de formation, en termes de besoins d'investissement, de l'État dans le domaine, mais aussi des privés. Vous avez parlé de privés aux États-Unis, vous avez dit que l'État n'investit pas forcément bien. Mais vous avez vu qu'en Guinée, par exemple, les gens ont peur d'aller vers l'agriculture. Genre, on considère ça comme un travail des anciens ou sinon ceux qui se débrouillent. Or, ça peut être un secteur porteur. C'est un secteur qui peut aussi créer des hommes riches, je veux dire, et qui peuvent en même temps nourrir. Sur ces différents facteurs-là, quelle solution ou proposition de solution vous avez? Au début, je t'ai expliqué que la chance que nous avons les hommes. La Guinée a les ressources humaines. Les ressources humaines, on les a. Que ce soit maintenant une ressource humaine indigène, une ressource humaine, comment on appelle, lettrée, mais on a les hommes. C'est le facteur incontournable de tout développement. Les hommes sont là. La nature est favorable à nous. Les terres sont riches et les terres sont là. Elles sont plates, elles sont cultivables. À Koba, j'étais là-bas, il n'y a pas de semaine. Sans engrais, un agriculteur, il peut produire 3 tonnes à l'hectare. Bio, sans engrais, sans pesticides, rien. Alors que le prix du bio là, c'est plus cher que le riz que tu tues avec les intrants. Donc déjà, voilà un facteur. Deuxièmement, il faut que le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche scientifique, utilise le même langage. Il faut que la recherche soit créée ici, les recherches soient créées ici et mises à la disposition. Il faut que la recherche soit financée. Non, parce qu'il peut y avoir des gens qui réfléchissent, qui fassent la recherche. On ne finance pas les recherches, on n'encourage pas les chercheurs. Effectivement, donc, un grand problème, ça peut pas encourager. Alors que dans les pays comme aux États-Unis, il se trouve que c'est des millions de dollars qu'on injecte dans le domaine de la recherche. D'abord de la recherche. Mais bien sûr, moi par exemple, l'université là où j'ai étudié, Iowa State University, c'est la plus grande université d'agriculture aux États-Unis. Je sais comment ça fonctionne. Quand on dit l'université, le paysan qui est là-bas, il est universitaire parce qu'il a accès aux bases de données de l'université. Et ça, c'est gratuit. S'il a des problèmes, il suffit seulement qu'il vienne dans tel département d'entomologie ou bien prévention pour qu'il trouve la solution. Parce que si ça trouve que la compréhension du problème ici est au-dessus comment on appelle ça, de remédier, il vient à l'université. L'université trouve la solution. Bien. En quelques mots, parce que ce n'est qu'un début. Il y a tellement de choses à dire dans ce domaine. C'est un domaine vaste. En même temps, un potentiel, un secteur encore vierge pour la Guinée. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, Alpha Condé dit que c'est un levier véritable de développement de notre pays. Est-ce que vous avez un message pour lui? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend de lui, c'est par exemple les usines. Il parle des usines d'anacarde, des usines de canne à sucre, des usines de ceci ou de cela, mais en gros d'agro-industrie. Quelle solution ou quel conseil vous avez vu, par exemple, pour le président qui veut quand même que ce secteur soit le levier de développement en 1 minute? En 1 minute. En tant que Guinéen, quand le président Alpha Condé est venu au pouvoir, la première chose que j'ai fait, j'ai invité son ministre de l'Agriculture, son ministre en ce temps c'était Teliano qui était là. J'ai invité aussi Korka pour venir à Iowa State. Tout pris en charge. En tant que Guinéen, c'était ma participation. Aux États-Unis? Aux États-Unis. Il n'y a pas eu de suite. Le président Alpha Condé, je l'ai rencontré à l'Union africaine. Nous avons discuté. Je l'ai dit. J'ai dit, si effectivement vous avez besoin de choses, j'ai dit, il faut me dire. J'ai dit, je peux contribuer même à distance. Moi, mais enfin, ce que je dois lui dire, l'agriculture, c'est le porteur de l'avenir. Il faut que ça soit, il faut que les mots soient concrétisés par des actes. Si ce n'est pas fait, on ne peut pas aller en avant. S'il doit le faire, il doit même lui. Vraiment, il ne faut pas que ça soit parlé aujourd'hui et demain on met ça dans les tiroirs. Non, il faut que ça soit suivi. Aujourd'hui, demain, et que nous puissions créer ici une richesse inépuisable pour l'État. C'est pas, ça ne demande pas de boire l'eau de Voilà. Comme je l'ai dit, ce n'est que le début. On se retrouvera prochainement pour développer d'autres facteurs, d'autres aspects du besoin qu'on a dans le domaine agricole dans notre pays afin d'atteindre
enfin ces fameux, comment on va dire, cette fameuse autosuffisance alimentaire. Ouais, merci. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Voilà, aimable téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat entièrement consacré au secteur agricole pour prendre l'avis, l'expertise de notre invité, Dr Mohamed Kamara là-dessus. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat, si Dieu le veut bien. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.